Hello la gawazerie, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo, ou plutôt, que dis-je, pour un nouveau podcast. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du sujet suivant, Dracarys sur les figures noires problématiques. Je répète, Dracarys sur les figures noires problématiques. Donc je vous explique un petit peu les raisons qui m'ont poussé à parler de ce sujet. Donc comme vous pouvez le comprendre, il s'agit de Game of Thrones, plutôt House of the Dragon. Chaque semaine, donc chaque dimanche soir, chaque lundi matin, les épisodes sont diffusés, donc sont disponibles au visionnage. Et là, cette semaine-ci, on a eu un épisode assez problématique, enfin selon moi, qui était assez problématique. Donc pourquoi est-ce que j'ai voulu en parler? C'est parce que quand même, la famille Velaryon, c'est la seule famille noire en fait de l'univers, pour le moment, la seule famille noire connue de l'univers de House of the Dragon, en tout cas dans la série. C'est la seule famille noire, et en plus ça nous fait du bien, parce que c'est quand même une famille prestigieuse, une famille aux origines illustres, dont les origines remontent à l'antique Valyria, tout comme les Targaryens, mais eux sont des seigneurs dragons, tandis que les Velaryon ne le sont pas. Ce sont les seigneurs de la mer. La famille est illustre. La famille est la plus puissante du royaume, la plus riche. Ils possèdent la plus grande flotte du royaume. Et encore une fois, même s'ils ne sont pas seigneurs dragons, les enfants, Velaryon, donc Lénor et Léna, étant donné que leur mère est une Targaryen, ils ont aussi des dragons. Donc ça fait que ça rajoute encore au prestige, ça rajoute au pouvoir, ça rajoute à la puissance. Et le père siège au conseil royal, au conseil de la main du roi. Sa femme, donc, qui est Rhaenys Targaryen, la reine qui n'a jamais été, c'était une héritière, elle avait aussi des prétentions, en tout cas, au trône des 7 couronnes, au trône de fer. Donc c'est quand même une famille assez, comme je vous dis, une famille assez prestigieuse. C'est quand même, ça fait plaisir à voir. C'est pas des peasants, c'est pas des citoyens lambda, c'est pas des serviteurs, des esclaves. C'est quand même une famille qui sont quand même au sommet de la pyramide, si on peut dire ainsi. Prestige, naissance aristocratique, naissance noble, origine illustre, antique Valyria, tout comme les seigneurs Targaryens, puissance monétaire, ils sont riches, ils ont aussi une puissance militaire, ils sont respectés. Vous voyez, donc ça fait plaisir de voir quand même des Noirs, on va dire, dans cet univers House of the Dragon, qui sont quand même... qu'ils ont une très bonne position sociale, si on peut dire ça comme ça. Sauf que là, dans l'épisode, le dernier épisode qui est sorti, dans l'épisode 6, là, on a quand même des enfants Velaryon, qui présentent une image assez problématique en fait. Et comme je vous dis, vu que ce sont les seuls personnages, qu'il n'y en a pas plusieurs, les seuls personnages noirs et qu'il n'y en a pas plusieurs, donc plusieurs exemples, avec plusieurs destins, avec plusieurs comportements, c'est quand même assez problématique que les deux enfants Velaryon renvoient encore une fois, projettent encore une fois tous les stéréotypes auxquels les personnes noires veulent se détacher, dont on ne veut plus entendre parler, qu'on refuse. C'est par exemple, je donne un exemple, Lénor Velaryon, malheureusement c'est encore le stéréotype de l'homme noir irresponsable, immature, père absent, qui prend pas ses responsabilités, qui s'assume pas. Et t'as Léna Velaryon, elle qui, encore le stéréotype de la femme noire forte, la ride or die, la femme noire qui est pas aimée, un petit peu la pick me. Donc c'est assez saoulant, si on peut dire ça comme ça. C'est problématique dans la mesure où ce sont les seuls personnages noirs de la série. Si jamais il y en avait plusieurs et qu'ils avaient, comme je vous disais, des destins différents, ça aurait été compréhensible, on s'en ficherait, j'en ferai pas tout un podcast. Mais là, étant donné que ce sont les seuls et que les deux reprennent encore une fois les mêmes stéréotypes dont on veut se débarrasser, oui, effectivement, ça pose problème. Donc, je vais aller vraiment étape par étape. Je vais vous montrer en quoi Lénor Velaryon et Léna Velaryon ont un comportement... c'est pas qu'ils ont un comportement, si c'est un comportement, mais je veux dire ce qu'ils renvoient en fait encore aux stéréotypes dont on a envie de se détacher. Je vais vous expliquer étape par étape. Donc là, on va d'abord commencer par Lénor, parce que bon, c'est le fils aîné, c'est le fils aîné. On l'a vu dans la saison 5, Lénor est gay, donc ça tout le monde le sait. Sauf que dans la saison 5, il se marie en fait avec Rhaenyra Targaryen, et les deux, ils marchent sur la plage et ils font une alliance, ils font un pacte. Donc ils ont conclu entre eux que même si Lénor est gay et que Rhaenyra Targaryen, elle l'aime pas spécialement, elle n'est pas amoureuse de lui, ils ont décidé tous les deux d'un commun accord
qu'ils allaient quand même remplir leur devoir royal. Leur devoir royal, ce qu'on attend d'eux, bien évidemment, c'est de pondre des héritiers. Je sais, c'est un peu vulgaire, mais bon, c'est comme ça. Ils doivent donner des héritiers à la couronne, parce que d'un côté, ça va pouvoir permettre d'asseoir la prétention de Rhaenyra au trône de cette couronne, et ça va aussi permettre de calmer la famille Velaryon, qu'ils ont déjà essuyé plusieurs refus. Déjà, la fille Laena devait épouser le roi Viserys, mais Viserys a refusé. Ensuite, les plusieurs suggestions que Corlys Velaryon faisait au roi n'ont pas été, comment dire, pas écoutées, mais voilà, les suggestions n'ont pas été écoutées. Le roi, il s'en fichait un petit peu de la vie de Corlys Velaryon, donc ça l'a frustré. Donc pour éviter que ça ne dégénère, surtout en plus que la mère Velaryon, qui est Rhaenys Targaryen, qu'on appelle la reine qui n'a jamais été, qu'on surnomme la reine qui n'a jamais été, pour calmer tout ça, pour aussi permettre d'apaiser le cœur de la famille, pour pouvoir apaiser les tensions, pour que tout le monde soit réconcilié, on a demandé à ce que les deux enfants, les enfants Targaryens et l'enfant Velaryon, se marient. En plus, ce sont deux familles illustres qui viennent de l'antique Valyria, donc ça mettait tout le monde d'accord. C'était quand même un mariage qui satisfaisait tout le monde. Sauf que, malheureusement, le pacte qui était on fait des enfants, on donne des enfants à la couronne pour asseoir nos positions respectives, n'a pas vraiment été respecté. Voilà. Et vous savez par qui? Effectivement, par Lénore. Donc, comme je vous dis, je vais vraiment m'appesantir sur le cas de Lénore et ensuite je vais parler du cas de Laena. Donc, quand on commence l'épisode 6 de House of the Dragon, on arrive en fait, on a une scène où Rhaenyra Targaryen est en train d'accoucher. Donc, elle accouche, donc on suppose tous que c'est l'enfant de Laenor Velaryon. Et ensuite, on voit Laenor qui débarque un petit peu comme ça, là, comme si on l'avait mis au courant que, oui, elle a perdu les os, hein, il faut venir, en fait. Donc là, il débarque un peu, il est content. Quand il arrive, elle a déjà accouché, il est content, il parle un petit peu. T'as la servante qui arrive en disant, oui, mais finalement, la reine Alicette, elle a dit, il faut ramener le bébé, elle veut le voir tout de suite. Donc, pas le choix, malgré le fait qu'elle vient tout juste de donner naissance, qu'elle vient tout juste d'expédier son placenta, il faut qu'elle se relève encore, qu'elle ait la force de prendre son bébé dans ses bras, de marcher tout le long du couloir, tout le long de l'allée pour aller voir la reine. Là, quand même, on voit qu'il y a quand même une certaine complicité entre Laenor et entre Rhaenyra. Laenor lui propose qu'elle lui prenne le bras pour qu'il puisse l'aider, la soutenir pendant qu'elle va voir la reine. Donc il y a une certaine complicité, une certaine camaraderie, mais voilà, ça se limite là. Parce qu'à un moment donné, pendant qu'elle marche, à un moment elle s'arrête parce qu'elle a hyper mal, on le comprend, elle vient tout juste d'accoucher, elle a mal, elle reprend ses forces, elle reprend son souffle en fait, et lui il dit c'est ridicule, écoute, on retourne, on fait demi-tour, la reine viendra te voir dans tes appartements. Sauf que là, on sent aussi que Rhaenyra en a un petit peu marre. Elle lui dit, est-ce que déjà tu es capable de me porter jusqu'en bas des escaliers? Il considère la question et elle lui dit walk, en fait avance, ne me parle pas, avance. Donc on peut sentir qu'il y a un petit peu ce côté, oui effectivement elle est fatiguée de la situation, elle est fatiguée, elle vient tout juste d'accoucher, en même temps elle en a marre de la situation parce que la reine la provoque, viens me voir alors que tu viens tout juste d'accoucher, tu viens tout juste de sortir ton bébé, lève-toi et viens me présenter le bébé. La reine n'est même pas capable de se déplacer, donc c'est vraiment de la provocation, de l'abus de pouvoir. Et je pense aussi qu'elle est fatiguée dans le sens où Laenor il lui sert à rien. Effectivement, Laenor ne lui sert à rien. Parce que comme je vous dis, l'accord c'était que tous les deux donnent des enfants à la couronne. Malheureusement, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Que les enfants n'appartiennent pas à Laenor Velaryon. Donc ce ne sont pas des Velaryon, ce sont des bâtards malheureusement. On se rend compte qu'il n'a pas rempli son devoir. Et aussi parce qu'effectivement, il ne lui sert à rien. Son père, c'est quand même Corlys Velaryon. C'est l'homme le plus puissant du royaume. Viserys, le roi des 7 couronnes, est venu demander... est venu quasiment supplier Corlys pour lui dire accepte que ma fille épouse ton fils. Le père Corlys, là, le père Velaryon, c'est quand même l'homme le plus puissant des 7 couronnes. C'est le plus riche, il a la flotte la plus grande, il a 2 dragons, sa femme c'est quand même une prétendante, c'était en tout cas une prétendante au trône Targaryen. C'est une famille puissante, ils ont des origines illustres, comme je vous l'ai dit, ils viennent de l'antique Valyria. Comment se fait-il que Laenor Velaryon n'est pas capable en fait d'envoyer un émissaire à la reine pour dire ma femme elle vient tout juste d'accoucher, tu vas attendre en fait qu'elle récupère avec le bébé et quand elle sera prête elle viendra te voir, sinon tu peux toujours venir la voir. Comment se fait-il qu'il n'est pas capable de profiter, pas profiter mais d'utiliser en fait la puissance de sa famille,
le pouvoir de sa famille. Qui va lui faire quoi dans ce royaume? Il a 2 dragons. Qu'est-ce que la famille Hightower par rapport à la sienne? Personne. Oui, c'est la reine. Et alors? Tu crois vraiment que quand elle ira se plaindre au roi, le roi va faire quelque chose? Viserys là qui est mou là, le mouland là, il va faire quelque chose, il va dire quelque chose, il va dire oui, ben écoute, elle venait tout juste d'accoucher, c'est normal. Et puis faut pas non plus trop frustrer le seigneur de la marque, hein, le seigneur Velaryon, faut pas trop le frustrer parce que j'aurai son père sur le dos. Qu'est-ce qui l'empêche de faire ça? T'as une famille puissante, c'est pour ça qu'on t'a marié à l'héritière du trône, à la Targaryen, là, à Rhaenyra Targaryen. Comment se fait-il que tu n'es pas capable de pouvoir utiliser ta position pour dire je suis le Corlys Velaryon, le futur roi consort et l'héritier de la marque? Je demande à ce que tu attendes, je t'ordonne d'attendre jusqu'à ce que ma femme en fait elle se rétablisse et que le bébé aille bien et on viendra te voir. Qu'est-ce qui empêche en fait de faire ça? Vous voyez? Donc déjà, comme je vous dis, il y a ce côté où Rhaenyra, elle en a marre. Elle en a marre dans le sens où elle est fatiguée, elle est épuisée parce qu'elle vient tout juste d'accoucher. Elle en a marre aussi parce que la reine ne fait que la provoquer. À chaque fois qu'elle accouche, elle demande à voir les bébés tout de suite. Donc c'est de la provocation, c'est de l'abus de pouvoir. Et elle en a marre aussi parce que son mari, il ne lui sert à rien. Elle lui demande, tu vas me porter jusqu'en bas des escaliers là? Alors marche, avance. Voyez? Donc déjà, première des choses, le gars là, il sert à rien. Il a une femme, il vient d'une famille plus puissante, il est l'héritier de la marque, il est le futur roi consort, mais malheureusement, on dirait qu'il ne connaît pas sa position, il ne connaît pas son rang social. La reine, c'est qui? C'est une Hightower. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que sa famille peut venir défier les Velaryon? Non. Alors de quoi est-ce qu'il a peur? Je ne sais pas. Enfin bref. Alors même s'il y a une camaraderie, même s'il y a une certaine complicité, mais ça se limite là. Ensuite de ça, il se laisse ridiculiser par la reine. Elle lui dit ouais, t'inquiète pas, continuez, elle appelle comment? Lénore, continuez, persévérez, vous arriverez à avoir un enfant qui vous ressemble. Vous finirez par avoir un enfant qui vous ressemble. Genre c'est de la moquerie, elle le ridiculise comme ça, elle le méprise en face. Puis lui, même pas de répartie, même pas de réponse sarcastique, rien. Et même après, il se dit pas j'ai été humilié, c'est un affront qu'elle m'a fait, je vais récupérer mon honneur, ma dignité, je vais lui montrer, je vais lui prouver. Non, ça lui glisse. Tranquille, c'est pas grave. Ça lui fait ni chaud ni froid en fait. Le gars il est complètement indifférent. À se demander est-ce qu'il a de la dignité, est-ce qu'il a de l'honneur, parce que là elle est en train de l'insulter. Elle lui dit en fait t'es cocu. Ben, il le sait, bon, on le sait tous qu'il est cocu parce que c'est un accord, c'est un couple libre. Ils ont fait tous les deux avec Rhaenyra un arrangement pour lequel voilà ils étaient un couple libre. Ils donnent des enfants à la couronne et après chacun va qu'à ses occupations, chacun s'occupe de ses affaires. Mais quand même, la reine est en train de te dire là, en face que t'es cocu, hein, mais bon, et persévère, ça risque, tu risques de récupérer ta femme en fait, continue. Enfin, je sais pas, et lui il dit rien, il est passif, bref, comme je vous dis, on dirait comme si qu'il n'avait aucune dignité, aucun honneur. Ensuite, ce qui m'a un peu énervé dans la scène, qui m'a un petit peu amusé, je sais pas, c'est pas vraiment de l'énervement, c'est en même temps t'es amusé et en même temps t'es comme un peu dégoûté, tu te dis mais ok d'accord, c'est qu'il a l'audace, il a l'audace de choisir le nom du bébé qui n'est même pas le sien, il n'a même pas contribué de près ou de loin à ce que ce bébé vienne au monde, il n'a même pas contribué, il n'a même pas consulté sa femme, mais il a l'audace de choisir le prénom du bébé. La reine demande oui finalement vous allez l'appeler comment? Geoffrey, Geoffrey. Après, elle lui dit, ouais, mais il n'y a personne dans les Velaryon qui s'appelle Geoffrey. Mais il dit Geoffrey quand même, Geoffrey. En plus, le pire, c'est que Geoffrey, comme on le sait tous, c'est le nom de son ex-amant. Geoffrey, là, le chevalier Baisebois, ou je sais pas trop qui, là, dans l'épisode 5, qui a été défoncé par Ser Criston Cole. Donc voilà, encore une fois, le père qui déjà, il n'a même pas contribué à la naissance du bébé. Il n'a pas consulté sa femme, ils ne sont même pas consultés, mis d'accord, et il a l'audace de lui donner le nom de son ex-amant. Enfin bref, un petit peu comme les pères qui sont pas là. Puis quand t'accouches, ils arrivent, ils débarquent, et puis ils disent donne-lui le nom de ma grand-mère, de mon arrière-grand-père, donne-lui tel nom, parce que je suis le père. Enfin bref. Donc là, encore une fois, après il lui dit, à un moment donné, il s'énerve, oui mais j'ai le droit de décider des affaires de ma famille. Mais non, en fait, c'est pas que t'as pas le droit, mais c'est que tu le fais pas, en fait. Tu ne le fais pas. Parce que normalement, si tu disais que tu avais le droit, si tu avais réellement ce droit-là, enfin, pas que si tu avais le droit, mais si tu croyais vraiment que tu avais le droit de t'occuper des affaires de ta famille, c'est que tu l'aurais fait.
Tu es supposé être quand même le patriarche, le mari, le chef de famille, parce que quand même on sait très bien que dans Game of Thrones, House of the Dragon, c'est quand même un univers assez patriarcal, le pouvoir aux hommes, même si là c'est Rhaenyra qui est l'héritière, mais on sait très bien que voilà, c'est parce que son père a bien voulu, mais sinon c'est quand même un choix que les dignitaires n'acceptent pas forcément, on le sait. Mais bon, même s'il disait que voilà, c'est lui le chef de famille, mais finalement il ne prend pas ce rôle au sérieux. Parce que, encore une fois, ils ont un accord, ils doivent faire des enfants, ils doivent donner des enfants, des héritiers à la couronne. Il ne l'a pas fait. Il n'a même pas été capable de donner des enfants de faire des enfants à sa femme. Les enfants qu'ils ont, c'est même pas les siens. C'est les enfants de Arwen Strong, le chevalier là qui s'occupe de la protection de la princesse. C'est pas normal en fait. Il est supposé être le chef de famille, être quand même celui qui pourvoit, donc donne des enfants à ta femme, fais-lui des gosses. Même si tu es gay, fais-lui des enfants. Au moins remplis ce rôle. Le petit travail qu'on t'a donné, il n'est même pas capable de le remplir correctement. Ensuite de ça, maintenant disons qu'il ne pouvait pas. Parce que voilà, techniquement, étant donné que son orientation sexuelle, il ne peut pas donner des enfants. Ok, mais à ce moment-là, cherche un homme qui te ressemble. Cherche un autre Vélarion, inconnu au bataillon, que personne ne connaît, et il va remplir ce rôle à ta place. Comme ça, quand les enfants naissent, au moins ils ont une tête de Vélarion. Même pas. Même pas. Même pas. Cherche quelqu'un qui te ressemble, quelqu'un qui est Vélarion. Comme ça, voilà, ça passe ni vu ni connu, ça passe crème. Il ne le fait pas. Donc c'est Rhaenyra qui s'est chargée elle-même de la besogne. Elle a ramassé le chevalier qui était à côté d'elle, là, Arwen Strong. Et le gars est complètement différent, une apparence physique complètement différente de Lénore Velaryon. Et quand les enfants sortent, bah, il ne lui ressemble pas de toute façon. Vous voyez, donc, il ne prend pas son rôle de chef de famille au sérieux, il se laisse moquer par la reine comme s'il n'avait aucune dignité, aucun honneur. Effectivement, il y a une petite complicité, il y a une certaine camaraderie, mais ça se limite là. Il n'utilise pas non plus le statut de sa famille, son rang, sa position pour se faire respecter, pour faire également respecter sa femme, pour que la reine respecte sa femme. Il ne le fait pas. Il sert strictement à rien. Et en plus, il a le culot, alors que les rumeurs vont grandissantes que ouais, les enfants de Rhaenyra, ce sont des bâtards, parce qu'en fait, c'est Arwen Strong qui est le père, et que la reine continue en fait à relancer ces rumeurs. Bon, on sait tous que c'est la vérité, mais elle appuie encore plus dessus, elle s'en plaint au roi, elle s'en plaint également à Sir Criston Cole. Il y a même une dispute qui éclate entre le fils à Arwen Strong et la main du roi, puisque c'est son père. Il y a une dispute qui éclate en disant que si jamais ça se sait, si jamais il y a des preuves, on est foutu et ça va se savoir puisque les gens ont des yeux. Malgré le fait que donc Rhaenyra est dans une position assez délicate, assez précaire, parce qu'elle sait que si jamais ça se sait, si jamais c'est découvert, déjà elle va perdre sa place d'héritière du trône. Ensuite, ses enfants, étant donné qu'ils ne sont pas des Vélarions, étant donné que ce sont des enfants adultérins, des enfants entre guillemets bâtards, entre guillemets, voilà, des enfants bâtards, ils vont se faire passer au fil de l'épée. On le sait, on est quand même dans Game of Thrones, dans House of the Dragon, un univers impitoyable. Et lui, bon, à la limite, il peut s'en sortir, mais quand même, vous voyez ce que je veux dire? Donc lui, malgré le fait que c'est quand même une ambiance pesante, Rhaenyra essaie de s'en sortir, de trouver des solutions. Elle est très attristée, elle est inquiète, elle fait même des courbettes, elle s'humilie devant la reine, elle lui propose, oui, finalement, Marion, ta fille Elena et mon fils Jacaerys, qui va hériter après moi, unissons nos deux familles, comme ça tout va bien aller, comme ça tout le monde sera apaisé, comme ça toi tu sais que tu as un de tes enfants qui va devenir roi ou reine, et moi je sais que mon fils sera roi, et tout le monde est tranquille, tout le monde est content. Sauf que la proposition, elle est entre guillemets rejetée, puisque Alicent veut vraiment la peau de Rhaenyra, donc elle rejette sa proposition même si elle ne le dit pas clairement. Et pendant que Rhaenyra est triste, et elle est inquiète, elle est perturbée, elle est troublée, elle essaie de trouver des solutions. T'as l'autre, là, t'as son mari, là, immature, qui arrive, il fait la fête, ouais, il est là, il chante dans les couloirs, ouais, il chante avec son amant, il arrive comme ça, il est saoul, et il se permet de faire des remarques comme ça, oui, ma femme, elle vient d'accoucher, donc elle a la montée de lait, ça lui fait mal et tout. Il se permet de faire de se moquer, entre guillemets, de sa femme, de rire de sa situation, alors qu'elle est quand même dans une situation difficile, dans une situation compliquée.
C'est compliqué parce qu'elle vient d'accoucher et que voilà, la montée de lait, ça lui fait mal. Et c'est compliqué parce qu'en plus de ça, comme je vous dis, il y a des rumeurs qui circulent et qui peuvent être fatales si jamais elles sont découvertes, si jamais elles sont avérées. Même si on le sait que c'est vrai, mais bon, là, c'est plus ou moins caché. Ça peut avoir des conséquences graves et lui, il ne mesure pas la gravité de la situation. Il fait la fête. Il est là, il fait la fête dans des moments assez difficiles. Donc elle demande à ce que l'amant parte et elle discute avec son mari. Et après ça, il a l'audace de se plaindre comme si c'était une femme. Ça fait 10 ans que je suis là, ça fait 10 ans que je supporte. Hi, ça fait 10 ans que quoi? C'était pas l'accord que vous avez? Et l'accord même que vous avez eu, est-ce que tu as respecté ça? Quand on a dit qu'on allait remplir notre devoir, là, le devoir a été rempli? T'as cherché quelqu'un pour remplir ce devoir, quelqu'un qui te ressemblait, quelqu'un qui a ta tête, ou bien tu m'as laissé moi toute seule à gérer ce problème-là. Vous voyez, c'est vraiment immature, vraiment irresponsable. À un moment donné, il lui dit, ouais, un marin, quand la tempête arrive, il fuit. Vous voyez, le gars qui fuit à la première contrariété, à la première difficulté, il abandonne le navire. Voilà. Donc, comme je disais, il ne remplit pas sa part du contrat parce qu'à la fin de la journée, comme le dit Rhaenyra, il a bénéficié de tous les avantages de la cour. Il a eu les plus beaux chevaux, il a eu les plus beaux amants, mais à la fin de la journée, il n'a aucunement contribué à donner les héritiers à la couronne. Ce ne sont pas ses enfants, il n'a rien fait pour, il n'est même pas allé chercher quelqu'un de sa famille qui lui ressemble pour qu'en moi on puisse ne pas avoir de soupçons. Il n'a rien fait. Rhaenyra s'est chargée toute seule de la besogne avec Sir Arwyn Strong et lui n'a rien fait du tout. Il n'a absolument rien fait, mais il a bénéficié de tous les avantages. Et ce qui est encore plus écœurant dans cette situation, parce qu'il n'a pas rempli sa part du contrat, mais qu'en plus de ça, elle le tolère, puisqu'il ne lui sert strictement à rien au final, c'est un père absent. C'est un père absent. On le voit seulement quand elle a accouché. Après ça, les enfants veulent jouer avec le bébé. Ils disent non, c'est bon, allez, sortez. L'autre, Arwyn Strong, demande à porter le bébé. Il lui remet le bébé et il s'en va. Pourtant, il se dit chevalier. Il se dit chevalier, sauf que malheureusement, il ne s'occupe pas des enfants, de l'éducation chevalière, je ne sais pas, cavalière, de l'éducation des enfants. Il ne s'en occupe pas. Bon, je reprends là où j'étais parce que j'ai été interrompue malheureusement. Donc, il se dit chevalier et on le voit, il s'entraîne souvent avec donc son amant, avec d'autres chevaliers comme lui ou bien d'autres cavaliers, peu importe. On le voit s'entraîner régulièrement, mais ses enfants, il ne s'en occupe pas. Qui va le faire? Tu es supposé être le père. Fais semblant de t'impliquer dans l'éducation de tes gosses, de tes gamins. Fais semblant. Tu es supposé être un chevalier. Ben, apprends-leur. Ne laisse pas seulement Sir Arwyn Strong ou alors Sir Criston Cole s'occuper d'eux. Tes chevaliers, fais semblant de t'en occuper au moins 2 jours par semaine, une journée par semaine. Apprends-leur à manier l'épée, apprends-leur en fait à monter à dragon, à dos de dragon, puisque de toute façon tu as un dragon, tu es aussi Dragon Rider. So, monte à dragon, monte avec tes enfants à dos de dragon en fait. Puisque les deux ont des dragons. Alors il y en a un, effectivement, son dragon est encore très jeune, mais l'autre, pourquoi est-ce qu'on ne te voit pas voler dans les airs avec ton fils? Pourquoi est-ce qu'on ne te voit pas leur apprendre à manier l'épée? Non, à la fin de la journée, il ne s'implique pas dans l'éducation des enfants. Il laisse tout ça, il laisse ce rôle à Rhaenyra, il laisse ce rôle à Sir Criston Cole, ou alors à Sir Arwyn Strong. Malheureusement, il fait même pas semblant en fait. Encore une fois, comme je vous dis, complètement immature, complètement irresponsable. Parce qu'à la fin de la journée, ok, il y a une erreur qui a été faite. Tu n'as pas pu donner ta semence pour qu'elle puisse avoir des enfants. D'accord. Tu l'as laissé se débrouiller tout seul pour qu'elle puisse chercher un amant et avoir des enfants. D'accord. Maintenant, les enfants sont nés. Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir faire semblant, de faire comme si c'était tes vrais enfants? Pas seulement de le dire, mais de le faire, d'agir. Qu'est-ce qui t'empêche en fait de raser la tête des petits qui ont les cheveux bruns là comme il n'est pas permis? Toi t'es blond, t'as les cheveux blancs, ta femme a les cheveux platine. Qu'est-ce qui t'empêche de raser les enfants pour qu'on puisse au moins ne pas avoir trop de doutes, ne pas parler, ne pas voir? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Qu'est-ce qui t'empêche de leur apprendre le haut valyrien, puisque de toute façon tu es aussi supposé être de l'antique Valyria? Pourquoi est-ce que tu ne leur apprends pas le haut valyrien? Pourquoi est-ce que tu ne t'impliques pas dans l'éducation militaire de tes enfants? Pourquoi est-ce que tu ne t'entraînes pas avec eux? Pourquoi est-ce que tu ne montes pas à dos de dragon avec eux? Pourquoi est-ce que tu n'es pas un père présent en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a
Lénore Velaryon, comme je vous dis, c'est une image, c'est malheureusement, encore une fois, le profil d'un homme assimilé noir, qui est défaillant, qui est irresponsable, qui ne prend pas ses responsabilités, qui n'utilise même pas la position sociale de sa famille pour faire asseoir son autorité, même pour protéger sa femme en fait, pour protéger sa famille, il ne le fait même pas. Il ne menace personne, il ne va pas dire, il ne va pas dire à la reine, parce qu'il aurait pu le faire, même si c'est la reine, il aurait pu le faire. Il aurait pu dire, écoutez, ce que vous êtes en train de faire, c'est dégueulasse. Si jamais j'apprends encore que vous êtes en train d'insinuer que je ne suis pas le père des enfants de Rhaenyra, vous allez avoir affaire à la fureur des Vélarions. Il ne dit pas ça, il n'utilise pas le pouvoir de sa famille pour asseoir son autorité, il ne remplit pas son rôle de père, c'est un père absent, il ne remplit pas sa part du contrat puisqu'on a vu qu'il n'a aucunement contribué à la procréation des enfants, il veut fuir, c'est un lâche, il est immature, il se plaint comme une femme, enfin ça fait 10 ans que je supporte, enfin bref, c'était tellement ridicule. Il a l'audace de choisir un nom alors que c'est même pas son gosse, qu'il n'a même pas été là, qu'il n'est même pas là, enfin bref, qu'il ne s'implique aucunement dans son éducation. Il se laisse piétiner par la reine, il n'a aucune dignité, aucun honneur pour répliquer, pour montrer, pour prouver. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en tout cas sur lui. Même s'il y a un semblant de camaraderie, un semblant de complicité, malheureusement c'est encore Rhaenyra qui fait tout le travail. C'est encore elle, même à la fin de l'épisode, à un moment donné, quand ils sont en train de se parler, il lui dit, ouais, quand il dit qu'il veut fuir, elle lui dit, mais non, tu peux pas fuir, tu peux pas fuir, tu dois être là, tu dois rester avec moi et tout. Il lui dit, non, mais de toute façon, les marins, quand la tempête arrive, ils s'en vont. Et là, elle était obligée finalement d'aller dans une énergie masculine, de laisser son côté femme, je suis ta femme, protège-moi, tu es mon mari, donc tu es supposée me protéger. Elle a complètement laissé tout ce côté-là pour aller dans son rôle d'héritière du trône en disant, en tant qu'héritière du trône des 7 couronnes, je t'ordonne de rester. Tu vois, c'est complètement... Enfin bref, il ne remplit aucunement son rôle et malheureusement c'est une image péjorative, une image négative. Et comme je vous dis, étant donné que c'est la seule famille noire prestigieuse qui est connue dans cette série, d'avoir ce personnage-là, franchement c'est dégueulasse. Dracarys sur Lénore Velaryon, on ne veut pas de lui, il est dégueulasse. Donc ça c'est fait. Dracarys sur lui en tout cas. Là maintenant je vais vous parler plutôt de Laena. Laena c'est la petite sœur de Lénore. Tout comme vous le savez, le père c'est Corlys Velaryon, la mère c'est Rhaenys Targaryen, la reine qui n'a jamais été. Elle était supposée, quand elle était plus jeune, quand elle avait 14 ans je crois, un truc comme ça, ou même moins, elle était supposée épouser le roi Viserys, mais finalement il n'a pas accepté, il n'a pas voulu d'elle comme femme. Donc voilà, elle se retrouve finalement dans l'épisode 5, on la voit, elle a grandi, elle est très jolie, et elle commence un petit peu, il y a une sorte d'attirance, de jeu de séduction entre elle et Daemon Targaryen. On connaît Daemon Targaryen, c'est le gars le plus fucked up des 7 couronnes, mais tout le monde l'aime parce qu'il a quand même, comment dire, il est très viril, c'est quand même, même si c'est vrai qu'il est hautain, qu'il est orgueilleux, qu'il n'en fait qu'à sa tête, mais à la fin de la journée, il respecte l'autorité. À la fin de la journée, il sait qui est roi et il respecte son frère en fait. À la fin de la journée, il sait s'humilier devant son frère, il reconnaît son autorité. Même s'il fait n'importe quoi, même si des fois il va au-delà de ce qu'on lui a demandé, mais à la fin de la journée, il obéit à son frère, il se soumet à son autorité. Bon, bref. Et là, dans l'épisode 5, on a comme un jeu de séduction, on a comme une sorte de flirt, un début de romance, d'attirance entre Laena Velaryon et Daemon Targaryen. Donc on est un petit peu émoustillé, on se dit, oulala, la saison 6, l'épisode 6 sera magique. On se dit qu'il y aura encore plus, qu'on va avoir le feu de l'amour, enfin, on se dit ça, on imagine, parce que l'épisode 5 nous laisse un petit peu sur notre faim. Sauf que, dans l'épisode 6, c'est plus rien. Il n'y a plus rien qui se passe, il n'y a plus rien. Entre les deux, c'est le calme plat. On se demande qu'est-ce qui s'est passé pour que ça en arrive là. On voit qu'ils ont 2 enfants, donc on se dit, il y a quand même eu, j'imagine, un mariage entre deux entre-temps, il y a quand même eu une petite romance entre deux entre-temps, mais là, dans l'épisode, ils sont juste des coparents, des co-parenting. Ils ont 2 enfants, ils s'en occupent un petit peu comme en alternance, ils sont aussi collègues de travail, partenaires cavaliers dragons. Ils sont là, ils font des sorties dans les airs, des loopings, etc. entre eux. Voilà. Après ça, il n'y a pas vraiment de complicité. C'est un petit peu tendu. On sent qu'ils ont une vision de la vie différente.
T'as Damon qui est un petit peu blasé parce que voilà, il n'a pas pu être, il n'a pas été roi. Ça, finalement, c'était sa nièce qui l'a remplacé. Sa nièce a eu des enfants. En plus de ça, sa belle-sœur, la femme de son frère, elle a eu d'autres enfants. Donc lui, il est maintenant très loin dans l'ordre de succession au trône. Il a épousé une femme finalement, c'est comme si qu'il ne l'aimait pas tant que ça au final, parce que même elle-même, elle lui dit, Lena lui dit, je sais que vous êtes blasé par la vie, que la vie ne vous a pas fait de cadeaux, et que je ne suis pas la femme que vous auriez voulu avoir. Voyez? Donc ça fait un petit peu comme, elle est la roue de secours, elle est là, elle n'est pas aimée, elle est là, c'est juste une co-parent, une collègue de travail, une partenaire, voilà, cavalier dragon, mais ça se limite là. À part ça, il n'y a plus d'attirance entre eux, ils ont chacun une vision différente de la vie. Elle veut retourner dans sa famille, lui, il veut rester là où il est, il se sent très bien là où il est. Donc ils ont deux visions différentes, et malheureusement, c'est que voilà, c'est comme, encore une fois, le stéréotype de la femme noire qui n'est pas vraiment aimée, on l'apprend parce que oui, effectivement, elle peut élever des enfants, oui, effectivement, elle peut, au niveau du travail professionnel, ça peut aller, mais sinon, à part ça, c'est pas une amante, c'est pas une femme, enfin, elle n'est pas considérée comme dans sa féminité, si vous me comprenez bien. Elle n'est pas, il n'y a plus d'attirance, il n'y a plus de jeu de séduction, elle n'est plus aimée, elle n'est pas aimée, et puis voilà. Puis voilà, quoi. C'est un petit peu ce stéréotype que je n'ai pas vraiment aimé et qui est encore une fois rejoué, représenté par Lena Velaryon. Et elle-même, elle le dit à un moment donné, je ne veux pas être là, mourir comme un seigneur ventreux dans son château, je veux mourir en dragonnière, en dragon rider. Mais oui, mais ma chérie, t'es une femme en fait, t'es pas là pour faire la guerre. Enfin, même si effectivement, je comprends qu'elle aime son dragon et qu'elle a envie d'avoir une mort illustre, d'avoir une vie aussi illustre, mais bon, c'est encore le même... c'est encore le même stéréotype de la Aura d'Ordaï, de la femme noire forte, de la femme noire courageuse, de la femme noire un petit peu superwoman. Ce stéréotype auquel on a envie vraiment de couper, de mettre vraiment fin à ça parce que c'est vraiment dégueulasse. Et là, malheureusement, Lena Velaryon, malgré le fait qu'elle soit une belle femme, elle n'est pas reconnue vraiment dans sa féminité, elle n'est pas aimée, c'est juste une mère, c'est juste une cavalière dragon, et ça se limite là. Malheureusement, c'est un petit peu ça, c'est un peu le sentiment qu'on a. À un moment donné, il y a même une scène qui nous rappelle un petit peu le début, où Viserys devait prendre une décision si il gardait le bébé ou s'il sacrifiait sa femme. S'il gardait le bébé et en sacrifiant sa femme ou pas. Et là, la scène se répète, mais cette fois-ci avec son frère Daemon. Donc, le maître vient voir Daemon en disant « Écoutez, j'ai atteint la limite de mon art, je ne peux plus rien faire, le bébé ne veut pas sortir. » Et on lui pose la question, et là, Daemon, c'est comme s'il hoche la tête pour dire je refuse, parce que c'est comme si qu'il disait non. Mais on a ensuite de ça, on voit Lena, elle est là, déjà il y a plein de gens autour d'elle, elle est là, elle est en train d'accoucher, elle a mal, mais elle prend quand même, elle a le courage encore de se lever, de marcher je ne sais combien de mètres pour aller voir son dragon et lui dire Dracarys. Come on. Tu sais, encore une fois, le stéréotype de la femme noire forte, malgré le fait qu'elle a mal et tout, malgré le fait qu'elle n'a pas encore accouché, que ça lui fait mal et tout, elle arrive à se traîner pour aller voir le dragon et lui dire « tue-moi » quoi. Et moi je me pose la question, finalement qu'est-ce que ça aurait été? Est-ce que ça aurait pas mieux été qu'on t'ouvre le ventre et qu'on essaie de tirer le bébé, ou plutôt que tu meurs comme ça brûlé? Parce qu'il faut quand même le comprendre, et oui, on le sait qu'elle le dit, elle veut avoir une mort illustre, ok, mais est-ce que toi en tant que Dragon Rider, est-ce que toi, de te faire brûler par ton propre dragon, est-ce que ça c'est une mort illustre? Parce que je rappelle quand même que tu es supposée être celle qui donne l'ordre au dragon pour qu'il puisse brûler ton ennemi, ton adversaire. Alors là, le fait que tu retournes ça contre toi, je vois pas en quoi est-ce que c'est illustre, en quoi c'est honorant, en quoi c'est magique, en quoi c'est waouh. Je vois pas du tout en quoi en fait c'est un comportement à répéter ou que ça soit quelque chose de glorieux. Enfin, j'arrive pas à voir en fait. Je n'arrive pas à le voir et j'ai pas trop compris en fait pourquoi est-ce que les showrunners ils ont fait ça comme ça en fait. Pourquoi ils l'ont fait mourir de cette manière? Parce qu'au final, j'ai comme l'impression que c'était peut-être mieux que finalement on lui ouvre le ventre et qu'on fasse sortir le bébé, parce que mourir comme ça, Dracarys mourir brûlé vif, est-ce que ça fait moins souffrir que de mourir parce qu'on t'ouvre le ventre? En sachant en plus de ça qu'on te donne du lait de pavot. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Alors moi, j'ai ma petite opinion dessus. J'ai l'impression que
cette mort, ça signifie beaucoup de choses pour Lena. La première des choses, parce que comme je vous l'ai dit, elle l'avait déjà dit dans la série, je veux mourir en tant que Dragon Rider, en tant que cavalier dragon, elle veut mourir de cette façon. Donc pour elle, c'est de dire, finalement, c'est comme si un autre adversaire cavalier dragon m'a tué, Dracarys, je suis mort en tant que, voilà, un peu comme sur le champ de combat, un peu sur le champ de bataille, entre guillemets. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'elle se dit, j'ai pas envie de, je veux reprendre le contrôle de ma vie. Je ne laisserai personne décider 6 mois où mon bébé devront vivre ou pas. Donc là, c'est un petit peu comme si elle disait, c'est moi qui décide de ma vie, c'est moi qui décide de ma mort, c'est moi qui décide en fait, et personne d'autre. Je ne laisserai pas mon mari ni personne d'autre décider pour moi. Donc oui, encore une fois, peut-être qu'elle reprend le pouvoir sur sa vie ou bien sur sa mort, je sais pas, mais bon, il y a ce côté-là. Le troisième côté, et je me dis un petit peu, moi, et ça rejoint un peu le stéréotype de la femme noire ride or die, c'est dans le sens où elle l'a dit, comme elle l'avait dit de toute façon à Daemon, je ne suis pas la femme que tu voulais avoir, dans le sens où je me sacrifie, parce que voilà, écoute, de toute façon, le bébé va pas sortir, dans tous les cas, lui et moi, on va mourir, alors voilà, je me tue, et en même temps, ça va te permettre à toi d'épouser la femme que tu veux, en fait. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce message-là qu'on essaie de nous faire passer, mais en dessous, quoi. Je sais pas comment vous expliquer, mais le premier message qu'on voyait, c'était ouais, elle va mourir comme une chevalier dragon, ouais, trop bien, elle va décider elle-même de sa mort. Mais j'ai l'impression que ça insinue aussi. Je vois que la vie t'a fait tellement souffrir. Je vois que tu ne suis pas la femme que tu voulais avoir. Je sais que je veux te donner en fait ce côté-là, cette liberté-là d'aller te marier avec celle que tu veux. Alors je me sacrifie, je me tue pour que toi tu puisses vivre ton rêve. J'ai l'impression que c'est un peu ça que ça voulait dire. Je sais pas, mais en tout cas ça c'est mon opinion, j'ai l'impression que c'est ça que ça voulait dire, un peu le ride or die, là, la femme noire qui se sacrifie par amour, et ça me tue, quoi, c'est n'importe quoi, et je ne veux plus, c'est des comportements, des stéréotypes dont on ne veut plus voir au niveau des femmes noires. Et à un moment donné même, quand le maître vient voir Daemon pour lui dire, écoute, moi j'ai atteint la limite de mon art, je ne peux plus rien faire, et qu'il lui pose la question, lui qu'est-ce qu'il répond ? Il dit pas « Oh, ma femme bien-aimée », il dit pas « Oh, ma belle femme, oh, mon amour ». Tu vois, il n'a pas des mots doux, des mots d'amour, des mots un petit peu chou, là, comme on peut dire, de chou bébé. Il n'a pas ce genre de mots. Non, 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 c'est « ma femme courageuse ». Tu vois, c'est tout de suite, hein. Tout de suite, le champ lexical de la force, du courage, de la guerrière, de la femme forte, de la femme soldat. Vous voyez, c'est toujours ce champ lexical-là qui, à la fin, est saoulant. Parce que c'est quand même sa femme, à la fin de la journée, c'est la mère de ses enfants, il aurait pu y avoir quand même un peu de tendresse, ben non, là c'est ma femme courageuse. Tu vois, c'est tout de suite, il n'y a même pas de tendresse, il n'y a plus de flirt, il n'y a plus de romance, il n'y a plus de charme, c'est tout de suite, allez oups, ma femme courageuse, allez oups, va sur le champ de bataille. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça se voit de toute façon, on sent qu'entre les personnages, il y a une sorte de petite tension, mais ils sont assez froids l'un vers l'autre. À un moment donné, on sent qu'il fait son rôle de père. Elle est là, elle a son ventre de femme enceinte et tout. Lui, il vient, il caresse le ventre. C'est comme s'il parle au bébé. Et après, elle lui parle, c'est plus son problème. Il part vaquer à ses occupations. Il ne s'occupe plus de ce qu'elle lui dit. Et finalement, elle est obligée de partir. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, malheureusement, encore une fois, c'est toujours des stéréotypes problématiques de la femme noire forte, la femme noire ride or die, celle qui va tout faire pour toi, hein, ride or die. Et en plus, ça rime bien avec le personnage de Lena, parce que ride, c'est monter, elle monte sur son dragon, donc ensemble, ils montent sur leur dragon, ils s'en vont dans des envolées lyriques, si on peut dire comme ça. Et Die, elle se suicide, elle se laisse brûler par son dragon parce que voilà, elle veut se sacrifier pour laisser son mari vivre la vie de ses rêves. Voilà. Donc c'est vraiment le stéréotype en fait de la femme noire dont on a envie de se débarrasser, qui est dégueulasse. Et malheureusement, Lena coche toutes les cases de ce stéréotype-là. Donc Dracarys sur Lena, elle aussi, Dracarys, bon, elle s'est déjà fait carboniser, on l'enterre. Mais malheureusement, c'est ça. C'est les deux personnages dont je voulais vraiment parler parce que ce sont des figures noires problématiques. Ça reprend toujours les mêmes stéréotypes
négatif sur les personnes noires, le père absent, qui ne s'implique pas dans l'éducation de ses enfants, qui ne prend pas son rôle de chef de famille au sérieux, qui n'est pas présent pour sa femme, qui ne la soutient pas. Alors oui, effectivement, il peut être un peu joueur, il peut être un peu taquin, il peut être un peu complice, mais ça se limite là, ça va pas plus loin. Et même quand il a une position sociale élevée, même quand il peut user de son pouvoir, même voire en abuser pour faire asseoir son autorité et pour protéger sa famille, il ne le fait pas. Et là, c'est problématique. Donc ça termine en fait mon analyse des deux personnages dans l'épisode 6 de Lénore et Léna Velaryon. Donc de toute façon, Léna est morte et Lénore, je lui donne pas non plus très longtemps. Hein. Je pense pas qu'il va durer très très longtemps parce que de toute façon, il sert pas du tout à quelque chose. Alors qu'il était supposé apporter de la force, et alors qu'il était supposé renforcer la prétention au trône de Rhaenyra, au final, il sert à rien. C'est juste une bouche à nourrir, un gars à distraire. Enfin bref, c'est juste une dépense, mais il rapporte rien au final. Donc c'est ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Et encore une fois, Dracarys sur les figures noires problématiques. À la prochaine.